Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette douceur printanière aujourd'hui. Nous sommes ensemble maintenant pour de nouvelles nuits blanches, 2 heures de direct pendant lesquelles vous allez pouvoir aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, me poser toutes les questions qui vous préoccupent, dialoguer entre vous, partager vos moments de vie en appelant le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Assiba sous le regard bienveillant de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment intervenir si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice en composant le 39 21. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur le site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir Caroline. Écoutez, je suis vraiment très touchée du fait que vous m'appeliez en premier et tellement admirative pour la façon dont vous arrivez à recevoir tous ces messages souvent de détresse. Je suis une très très fidèle, je suis tous les jours pratiquement à votre écoute et ce soir je me permets d'appeler pour une amie. Oui. C'est très embarrassant, c'est très intimidant de vous parler. Donc voilà, j'ai une amie. Ce sont les premières minutes, mais après on oublie. D'accord. Oui, j'ai une amie qui va avoir bientôt 70 ans, son mari également. Ils sont mariés depuis 44 ans. Et cette amie, qui est une femme exquise et très dépendante de son époux, et financièrement également. Et quand ils se sont mariés, ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Et aujourd'hui, ce monsieur a décidé de demander le divorce. Ah bon ? Pour des raisons qui lui appartiennent et que je respecte, je ne me mêle pas de ça. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est une femme qui a bientôt 70 ans, qui pèse moins de 40 kilos, qui m'inquiète énormément, que j'ai reçue à Noël et que je trouve extrêmement affaiblie. Mais vous voulez dire qu'elle a perdu beaucoup de poids, là Elle a jamais été très épaisse, c'est clair. Oui, mais enfin 40 kilos, c'est très peu quand même. Oui, même si elle est très menue. Elle a toujours été menue, mais là, je l'ai trouvée extrêmement affaiblie, sur tous les plans. Néanmoins, je crois qu'elle est quand même très forte pour accepter une situation qui tourne pas très bien, quoi. Donc le 9 décembre 2010, il y a eu une tentative de conciliation au tribunal et lui n'a pas voulu du tout de conciliation. Il a refusé au dernier moment. Elle a refusé le divorce. Donc elle a 2 ans maintenant pour vendre cette maison et accepter le divorce. Ce monsieur est toujours à la maison et il a un comportement un peu bizarre. Là, ils sont partis en week-end, tout va bien, et puis il continue à vouloir faire des travaux dans la maison, par exemple, et puis il surveille constamment son téléphone. Je ne peux plus lui parler. Dès qu'il est autour d'elle, elle est enfermée. Si elle veut prendre la voiture parce qu'elle en a assez, elle veut partir, il l'empêche. Elle est contrainte. Elle est contrainte et voilà, elle ne voit pas comment vont se dérouler les choses. Au début, l'avocat lui avait dit oui, c'est lui qui paiera les frais d'avocat, puis maintenant c'est à elle de payer. Et elle ne sait pas ce qui va se passer. En mars, il devrait quitter la maison. Mais bon, voilà, pour l'instant, il est toujours là et c'est une angoisse constante. Et cette maison, ils sont obligés de la vendre. À qui appartient-elle ? Elle pourrait pas. C'est à lui, tout est à lui. Ah, tout est à lui. Le problème. Et elle a une retraite de 160 €. Donc, voilà, nous sommes, surtout elle, bien sûr, est très, très en souci. Alors, pour l'instant, tant que les choses de la maison n'est pas vendue, l'avocat, le juge a dit, voilà, vous aurez 1 200 € de revenus
jusqu'à ce que la maison soit vendue. Alors, c'est une très grande maison, c'est une très belle maison, mais je ne sais pas comment elle peut faire pour rester, et elle non plus. Il est évident qu'il faut vendre cette maison, mais de quoi l'avenir sera fait. Donc voilà, j'ai dit, écoute, je vais essayer d'appeler Caroline Dublanche et peut-être avoir des pistes. Quelqu'un peut nous dire des choses, donner des indices pour... Mais ça serait déjà à son avocat de la renseigner. J'ai l'impression qu'elle soit bien défendue, cette dame. C'est pour ça que je vous appelle. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'elle change. Parce que si elle n'est pas bien défendue, il faut... Parce que vraiment, alors moi, là, sur le plan juridique, je ne peux absolument pas vous renseigner parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence. Oui. C'est vrai que ça doit être une situation extrêmement éprouvante pour elle, déjà de cet avenir incertain, et de se retrouver dans une situation de précarité. Et puis ce divorce, c'est toujours, même si il paraît que cela arrive de plus en plus fréquemment. C'est un peu exagéré certainement de dire ça, mais que des couples comme ça, mariés depuis 30-40 ans, se séparent. Et ça pose toujours question, évidemment, qu'est-ce qui fait, au fond, qu'arriver à 70 ans, on puisse se séparer. Alors après, comme vous dites, hein, les raisons, on ne les connaît pas parce qu'on n'est pas à l'intérieur du couple. Bien sûr. Mais... il serait, alors vous, en tant qu'amie, vous pouvez l'aider, la soutenir, parce qu'elle est visiblement dans une situation où elle a plus grande marge de manœuvre. Et alors d'autant moins que l'argent permet quand même une liberté. Bien sûr. Et qu'elle n'a pas. Alors, là, ça voudrait dire, ça sous-entend d'après ce qu'elle vous confie, que son mari, appelons-le comme cela actuellement, partirait en la laissant dans la précarité ? Eh bien, on parle... Alors justement, il me venait ça à l'esprit aussi de prestations compensatoires. Oui. Mais une prestation compensatoire, c'est une somme donnée. Et comment vivre après, quoi. C'est ça l'histoire. Alors, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, on entend parler effectivement de prestations compensatoires, mais est-ce que c'est une règle absolue, ou est-ce que quelqu'un pourrait nous dire s'il y a toujours cette possibilité d'avoir, par exemple, une prestation qui lui permette de se loger ? Je crois qu'il faut la demander, la prestation compensatoire. Hein. Oui, c'est pas une règle. C'est quelque chose d'imposé et il n'y a pas d'autres issues. Comme avant, il y avait une pension. Si au moins elle avait une pension régulière, une pension alimentaire, comme on disait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les pensions alimentaires, c'est pour les enfants. Oui, alors une pension tout court, c'est pas une enfant, mais presque. Non, c'est pas une enfant. On ne peut pas dire que c'est une enfant. Mais c'est pour ça que la prestation compensatoire, c'est justement pour les femmes qui, vous me dites, elle a 160 € de retraite. Oui, mais elle ne peut pas vivre décemment avec cela. Bien sûr que non. Elle ne peut pas se loger. Donc, par rapport à cette maison qui lui, si la vente de cette maison, il est propriétaire d'autres biens ? Je ne pense pas. Non. Mais la prestation compensatoire, c'est pas une somme qu'on verse. Hein. Je crois que c'est comme une pension alimentaire, comme quelque chose de mensuel. C'est-à-dire que c'est versé. C'est pas une somme dont elle doit après gérer comme ça. C'est quelque chose qui est donné régulièrement. Ah bon ? Je reçois un message de Portalis qui dit, compte tenu de sa non-autonomie financière, son mari devra lui verser une prestation compensatoire mensuellement. C'est une obligation. Mensuellement. C'est un message que je reçois. Hein. Moi, après. Donc c'est comme la pension alimentaire, mais c'est mensuel. Mais je ne comprends pas que il faut qu'elle demande. Non, mais il faut qu'elle demande. Son avocate devrait la renseigner. Eh ben oui, mais apparemment, alors mon amie est tellement. Il faut qu'elle voie une avocate spécialisée en droit du divorce, droit de la famille, quand même. C'est pas si compliqué que ça. Et si elle n'en est pas satisfaite, elle change. Vraiment, il faut qu'elle soit bien entourée là. Mais oui. Parce qu'elle a quand même,
Son mari était salarié, Son mari avait une très bonne situation. Oui. Et c'est quand même elle, c'est un couple qui a adopté 2 enfants. Et c'est elle qui a participé en grande partie, bien entendu, à la prospérité financière du foyer. Oui, mais ça, c'est pris en considération. Et c'est quand même à tenir en considération, surtout après 44 ans. Alors, il cherche comment la proximité physique. C'est vraiment... c'est du harcèlement, quoi. Mais si vous voulez, de mettre des mots comme ça, je n'aime pas. Mais si vous voulez, compte tenu, justement, on sait bien, cette prestation compensatoire a été aussi mise en place pour cela, parce qu'on sait bien que les épouses, en étant présentes, en participant à l'éducation, non seulement des enfants, mais de la bonne marche de la famille, délestent considérablement leur mari de toutes ces responsabilités là, de tous ces soucis là, et lui permettent de pouvoir se consacrer uniquement à sa carrière, à son ascension professionnelle. Tout à fait. Donc effectivement, quand elle est quittée au bout de 40 ans, 44 ans de vie commune, elle peut pas se retrouver, elle va avoir fatalement une baisse considérable de ses revenus. Donc elle n'aura pas les mêmes, mais il faut quand même pas qu'elle se retrouve avec seulement 160 € de retraite. Ça ne peut pas aller. Bien sûr. Parce qu'elle serait totalement indigente. Bien sûr, bien sûr. Déjà, il faut pouvoir l'accepter. Mais je crois aussi qu'elle aurait besoin, vous savez, d'être soutenue. Alors vous pouvez l'aider. Vous êtes proche géographiquement d'elle? Ah oui, c'est ce que j'ai compris. Vous l'aviez vue à Noël, donc ça veut dire que vous n'êtes pas proche géographiquement. Non, du tout. Ça se passe dans le Midi. C'est des messieurs dames qui habitaient dans la région parisienne avant. Et ils sont partis dans le Midi pour le soleil, enfin bref, toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir. Et puis voilà, ça dérape complètement. Et les enfants, comment réagissent-ils? Les enfants, ils sont grands. Parce qu'ils sont grands, oui, si les parents ont 70 ans. Oui, les enfants... c'est compliqué parce qu'il s'agit de leurs parents, donc bon, il s'agit pas de... C'est encore une rupture pour eux, c'était des enfants. Oui. Donc elle évite d'en parler. Et lui, il est extrêmement... il est extrêmement habile. Oui, mais enfin, même si elle évite d'en parler, bon, je comprends et c'est tout à son honneur et très délicat de sa part. Elle se comporte de façon très maternelle en agissant de la sorte, cette dame, de ne pas vouloir mêler ses enfants à ses problèmes de couple. Néanmoins, après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si elle s'aperçoit quand même que son mari se dirige vers quelque chose où il la laisserait vraiment sur la paille, pour parler un peu de façon triviale, peut-être que quand même les parents pourraient rappeler à leur père pardonnez-moi, oui, les enfants pourraient rappeler à leur père ses obligations. Bien sûr. Parce qu'il y a des obligations quand même. Bien sûr, moi aussi, je pense aussi. Vous voyez, à moi, c'est pas parce qu'on peut se séparer, mais je trouve qu'on a des obligations vis-à-vis de l'autre, je trouve. On a des droits et des devoirs également. Oui, oui. Je suis d'accord. Mais voyez, à moi et à tout le monde, il dit « Oh, mais à ma femme, je ne lui reproche strictement rien. Bien au contraire, je pensais finir mes vieux jours avec elle. Enfin, je l'adore. » Et puis, il la colle en instance de divorce. Alors, je reçois des messages. Il y a Marianne qui dit la prestation compensatoire s'élève au prorata des années de mariage. Et puis Portalis, que je remercie, renvoie un autre message au 7-21-21 en disant il ne faut pas que votre ami s'inquiète. Le juge prendra en compte sa situation lors du jugement de divorce. Et il faut qu'elle aille voir un avocat. Ce qu'elle a déjà fait apparemment. Oui. Mais vous voyez, il y a autre chose qui me venait à l'esprit. Je pense beaucoup à mon ami en ce moment. J'ai eu contact avec la nièce de lui, donc. Et cette nièce, qui est une femme exquise, me disait que dans la lignée, parce que je disais à mon ami, mais écoute, le comportement, il est tellement bizarre que est-ce qu'il ne faudrait pas faire une expertise psychiatrique? C'est insensé tout ce que tu me dis. Et la nièce que j'ai eue... Pardonnez-moi, une expertise psychiatrique de qui? Du mari.
parce que dans toute la lignée, paraît-il, c'est la nièce qui me confiait ça. Vous voyez, le frère de ce monsieur est hospitalisé avec Alzheimer. Et la nièce me disait que dans toute la lignée de cette famille, il y a des problèmes psychologiques graves. Alors, Oui, au vu de ce que mon ami me dit, mais je dis, mais attends, mais c'est incohérent. On est en instance de divorce, il est toujours à la maison, il cache à tout le monde. Personne n'est au courant. Il n'y a personne de la famille qui soit au courant de cette procédure de divorce. Il fait tout en caché. Et il est peut-être pas très fier de lui. J'imagine. Bon, je sais pas, mais enfin, non, je sais pas. Oui, je sais pas. C'est rentrer là-dedans, c'est rentrer. Ça risque peut-être de le surexciter davantage. On va rentrer dans quelque chose de très procédurier là, hein. À moins qu'il y ait dans son comportement des choses qui laisseraient à penser qu'il ait des troubles liés à l'âge, des troubles de ses naissances, des troubles neurologiques et autres. Auquel cas, effectivement, l'avocat pourrait dire ce monsieur présente des troubles et demander même une expertise médicale plutôt que psychiatrique. Vous voyez, parce que si l'avocat pense que ce monsieur n'est pas en pleine possession de ses capacités psychologique, mais c'est autre chose. Ça voudrait dire que il y aurait dans son comportement des choses qui laisseraient à penser cela. Ça sera un peu différent. Cela dit, je reçois aussi un petit message là de First Lisa qui dit que votre amie devrait vraiment se faire aider, déjà voir son médecin, parce que même si elle a toujours été menue, bon alors peut-être que c'est vous qui appréciez, parce que 40 kilos c'est quand même très faible, il faut pas qu'elle en dessous de 40. Oui, mais là, ça va pas. Hein. Enfin, je sais pas combien elle mesure, mais... Oh, elle doit mesurer 1m60, 1m61, quelque chose comme ça. Non, elle a jamais été épaisse. Oui, mais non, mais là, c'est même plus épaisse. Là, ça veut dire qu'elle, soit elle s'alimente plus, il y a quelque chose là. Il faut vraiment qu'elle voie son médecin et qu'elle se fasse aider psychologiquement, parce que vous savez, il n'y a pas d'âge pour se faire aider. On croit, beaucoup de personnes, passé un certain âge, se disent à quoi bon mais aller là, c'est pas le consulter. cas. Il y a des années que le couple et que les deux individuellement sont dans les médecines alternatives et se font aider sous tout le... Mais bon, rien médecine alternative, c'est-à-dire qu'ils ont tous consulté des psys et pas psys. Oui, non, mais la psychothérapie, c'est pas de la médecine alternative. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Ah non. Non, parce que justement, si elle va avoir des médecine alternative, je sais pas ce qu'ils lui prescrivent. J'espère qu'ils lui prescrivent pas de manger. Oui, parce que là, c'est pas de la médecine alternative qu'il lui faut à votre amie. Hein. C'est de voir vraiment un médecin. Oui. Déjà qu'elle fasse le point avec son médecin généraliste. Parce que visiblement cet amaigrissement, même si elle a jamais été grosse, là être en dessous de 40 kilos avec 1m61, ça va pas du tout là. Donc il faut vraiment qu'elle soit suivie. Et puis il faudrait aussi qu'elle soit actuellement, je pense, suivie un peu psychologiquement pour traverser ce qui est une épreuve. Et je vous dis, on croit souvent, on se dit, oh non, c'est pas à 70 ans que je vais commencer une psychothérapie. Alors il y a même parfois des thérapeutes qui disent, oh non, à cet âge-là, on va pas aller remuer. Qu'est-ce qu'on peut faire bouger. Ça peut être très très bénéfique. Je vous assure que vraiment il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver, une énergie, vraiment un élan vital, une envie, quelque chose. On peut faire vraiment des choses très efficaces en thérapie. Mais j'en suis absolument convaincue. J'ai eu quelques soucis il y a une dizaine d'années et j'ai entamé une psychothérapie et je ne peux que m'en féliciter. Alors, parlez-lui en, parce que même si c'est pas, vous voyez, quelque chose de soutien actuellement, mais elle a déjà besoin de voir un médecin. Il y a Catherine qui est avec nous au 39-21 et qui voulait revenir sur votre témoignage, parce qu'elle a connu un peu cette situation. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir.
Mais écoutez, moi aussi. Voilà. Depuis le temps que j'essaye, j'ai eu Caroline Veil, mais depuis Sophie Favier, je vous écoute. Je suis ravie de vous avoir. Vous êtes une grande fidèle. Oh là là, j'ai votre photo dessus de mon lit, tout. Oui, vraiment. Ah bon? Et les animaux, oh là là, on est de pair. Hein. Alors voilà, je suis un petit peu en retard ce soir, je suis arrivée à 11h05 et j'ai pris le témoignage d'Annie. De route. Oui. Et bon, mais j'ai entendu que c'était justement un cas de divorce, etc. Que cette dame n'avait pas de ressources. Oui. Voilà, donc comme j'ai dit au standard, bon, ça rejoint un petit peu mon cas. Moi, on n'a pas le même âge, mais bon, moi j'étais mère au foyer, donc ça revient au même. Malheureusement, dans ce cas-là, j'étais mère au foyer, donc pas de ressources. Et justement, je ne sais pas le prénom de la dame. Annie, d'accord. Oui, voilà. Mais écoutez, bon, cette dame, au standard, on m'a dit que c'était pas pour Annie, donc c'était pour une amie. Oui. Voilà. Et justement, bon, effectivement, j'ai parlé de avocat commis d'office, etc. Et si vraiment l'avocat ne va pas, on a le droit de demander au tribunal d'en changer. Bien sûr, oui. Voilà, parce que comme partout, il y en a des bons et des mauvais. Hein. Alors, surtout que quand c'est commis d'office, non, même pas, je dirais même pas ça. Même en payant, celle de mon ex-mari, il payait 150 € à chaque consultation, mais c'était pas mieux non plus. Enfin, c'était même, il en était même moins satisfait que la mienne, vous voyez, gratuitement. Moi, c'était une dame aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, cette dame, oui, malheureusement, à son âge, mon Dieu. Alors, cette dame sans ressources, donc, a droit à l'aide juridictionnelle. Est-ce qu'elle a demandé ça? Je ne pense pas. De quoi s'agit-il? Le divorce est déjà commencé. Elle a déjà elle a entrepris des démarches. Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est depuis le 9 décembre, il y a eu une tentative de conciliation. Mais ça a été refusé par lui, donc... oui. Ah déjà, parce que bon, moi j'ai attendu que ça a duré quand même 2 ans et demi, parce que faut savoir que quand c'est gratuit, ça passe après, hein, voilà. Et justement, moi ça a duré 2 ans et demi, faut compter ça quand ça va bien, quoi, à peu près. Enfin, la justice est très longue pour tout. Et donc, moi j'avais encore 2 enfants à charge, 2 mineurs. Et il faut savoir que mon ex-mari est parti du jour au lendemain. Et donc, en juin 2004, ça s'est été déclaré en juin 2004. Et j'ai touché que je me trompe pas dans les mots, l'aide juridictionnelle, la prestation compensatoire, voilà, je vais y arriver. Ça, il faut attendre de passer justement en conciliation avec le juge. J'ai pas passé tout de suite en conciliation, j'ai mis un certain temps, et c'est le juge donc qui choisit la somme, le montant, suivant les années de mariage. C'est au prorata du nombre d'années de mariage, c'est ça? Cette prestation compensatoire était versée mensuellement, madame? Alors, écoutez, ça c'est un choix après, mais comme apparemment le monsieur n'est pas très arrangeant, ça après, si vraiment il y a des choses où il n'y a pas moyen, où il ne veut rien entendre, on peut toujours, l'avocate de cette dame peut toujours en faire part au juge. Puis après, si vraiment sa part à lui, il n'y a pas moyen, c'est le juge qui tranche. Hein. S'il voit vraiment qu'il n'y met pas du sien, c'est le juge et l'avocate son avocate à elle, qui a cette dame qui tranchera. Hein. Catherine, est-ce que pour vous, la prestation compensatoire était mensuelle? Oui, alors moi, je l'ai touché mensuel. Alors, il y a eu le choix. Alors, je l'ai au standard. J'ai perdu le nom du petit jeune homme au standard. Quentin, voilà, Quentin. Charmant, oui, alors, je disais, moi, alors, suivant les années de mariage, donc, ça doit faire plus d'années que moi, c'est cette dame. Moi, pour 23 ans de mariage, j'ai eu, de tête comme ça et des tares, je calcule plus, j'ai eu 360 € par mois pendant 4 ans. Pour 23 ans de mariage. C'est pas énorme, hein? Non. Oh là là. Oui. Voilà. Alors, soit que mon ex-mari me versait la somme d'un seul coup. Enfin, cela dit, c'est comme me disait Vivian, en régie, c'est peut-être au prorata du revenu du mari aussi. Oui. Forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Faut savoir c'est lié aussi. Ses revenus, bien sûr. Oui. Il ne peut pas. Ça paraît logique. Il gagnait très très bien sa vie, mais il ne
peut pas, il ne pouvait pas me verser cette somme-là 4 ans comme ça d'indemnité d'un coup, forcément. Donc moi je me suis arrangée de soit tous les mois ou tous les 3 mois ou 6 mois. Enfin bon, après c'est à nous deux de voir, hein. C'est bon. Et puis, bien sûr, encore une fois, si l'un des deux est vraiment de mauvaise foi, là, c'est le juge qui tranche. Mais c'est bon. Parce que... Et du coup, moi, c'est tous les mois, pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 4 ans? Oui. Eh ben alors là, c'est le hic. C'est que quand on n'a pas de revenus, une petite somme d'avance ou quoi que ce soit, parce que bon, quand on n'a pas de revenus, que ce soit en tant de retraité ou père ou mère au foyer, trucs comme ça. Bon, moi, ce qui me fait marrer dans l'histoire, c'est que leur nom, prestation compensatoire, c'est pour compenser quelque chose, hein, la perte qu'on va avoir, de financière, autre, et tout ce qui va avec. Mais comme on n'a pas de revenus, nous autres, retraités et mères au foyer, on est obligé de vivre avec. On est obligé de... De quoi? De vivre avec. Ben oui, de vivre. Pour le quotidien, vous voyez. Mais vous pouvez pas mettre vraiment de côté avec... si, vous aviez pu mettre... Non, c'est ça. Ou alors soit... Mais ça veut dire qu'au bout de 4 ans... Un autre revenu après, donc on peut se permettre de mettre une petite somme de côté, mais bon... Oui, mais au bout de 4 ans, ça s'est arrêté. Vous n'aviez plus droit à rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Retraite, ou alors en mère au foyer comme mon cas, forcément je n'avais pas de revenus, donc je suis obligée, c'est sur mon compte, ça tombe sur mon compte et je vis avec, je fais mes cours, comme tout le monde, quoi, voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que alors moi la première année. Non, parce que vous êtes jeune là, Catherine, vous n'avez même pas 50 ans encore. Oui, mon dernier mois de 49 ans, mon Dieu. J'y tiens. Et puis, pardonnez-moi alors, pardonnez-moi, oui. Toute seule à 43 ans. Voilà. C'est pas la même situation, là. Là, je comptais un petit peu être tranquille aussi. Les enfants étaient pratiquement élevés et boum, la maison a été achetée 4 mois avant. Enfin bon, je vous raconte pas. Donc, et justement, alors en parlant de maison, justement, j'ai entendu aussi que c'est ce que j'ai posé à Quentin comme question. Le couple est en communauté. Séparation de biens. Séparation de biens. Ah, il n'est pas en communauté. Non. Et non. Oh là là. Oh là là, oui. Oh là là. Parce que bon, et c'est pas moi le même j'étais en âge que vous, communauté. Catherine. Quentin m'a dit en communauté. Bon, ils sont peut-être trompés. Parce que bon, en principe, avec les années de mariage, est-ce qu'il y a quand même, ça serait quand même logique, mais entre la logique et la justice, ça fait 2. Donc, est-ce qu'après le juge faudra vraiment, par le biais de son avocate, ou même elle-même, qu'elle demande au juge, justement, vu les années de mariage, si elle ne peut pas bénéficier de quelque chose quand même moins que la communauté, parce que si c'était en communauté, elle aurait eu la moitié de la vente de cette maison. Et oui, mais on n'est pas en communauté et c'est pas le même âge que vous, Catherine. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. C'est difficile de faire parce qu'après de faire forcément un parallèle parce que là après il faut se référer. Il faudrait un homme ou une femme de loi qui pourrait nous dire un petit peu ce qu'il en est précisément. De toute manière, moi je vous dis comme il y a qu'il n'y a pas de ressources. Moi, oui, mais après, quand même, il y a la loi, évidemment, qui s'applique, mais qui tient compte quand même des particularités, des singularités de la situation. Vous voyez, il y a la prestation compensatoire, certes, mais qui va quand même tenir compte, je pense. Donc, la situation est quand même un petit peu différente. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous, d'avoir pris la peine de nous parler de votre situation. Comme cette dame, est en retraite, elle touchera certainement la retraite vieillesse. Elle n'a jamais travaillé ou un truc comme ça. Oui, mais 130 €, donc il ira 160, pardon. Oui, je lui diminue 30 €. Ça, oui. Donc ça va pas aller très loin. La première année, donc j'ai touché le parent isolé avec mes 2 dernières filles, donc ça allait à peu près. Et pendant 2 ans, les 2 autres années, tant qu'on passe en conciliation, j'ai touché 2 ans de RMI. Alors là, j'aime mieux vous dire, parce qu'en plus, j'ai eu droit par le juge de rester dans mon pavillon, dans le domicile conjugal, comme ils disent, puisque mon ex-mari était parti ailleurs. Et justement, c'était à moi, je dis, on vit sur la tête, c'était à moi de payer le crédit par mois, mensuellement.
Alors, c'est-à-dire que quand j'avais mes 4 malheureux billets, il me restait plus rien, quoi. C'était l'horreur. Alors, justement, il était temps que cette maison se vende. J'ai retouché la moitié. Et là, entre-temps, par d'autres systèmes, j'ai pu, puisque j'ai quand même un problème avec ma vue, j'ai pu être reconnue adulte handicapé pour ma vue. Et maintenant, donc, je ne touche plus les RSA, puisque bien sûr, les deux, je serais trop riche, donc ça ne va pas. Je touche l'allocation adulte handicapé, qui est de 816 € par mois. Ouais. Et vous vous en sortez une gosse de 15 ans. Vous vous en sortez à peu près Vous avez 800. Vous avez J'ai pas été au solde cette année. Faut pas faire des folies. Vous avez 850 € par mois en tout et pour tout. 816 € par mois. Avec une fille. Oui, ma dernière de 15 ans. Ouais, et... Vous pouvez pas, non, oui, effectivement. Oui, je pensais que ça venait se rajouter à quelque chose. Oui, non, oui, effectivement, vous pouvez pas faire de folie, ça c'est certain. Voilà. Et donc, et encore, ce qui n'est pas normal, je l'ai dit au Conseil général de Compiègne d'ailleurs, mais bon, tant que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Quand j'étais au RSA, à la prime de Noël, j'avais eu droit. C'était 150 dans ces choses-là. Bon, bien qu'on l'avait le 31, donc le soir on mangeait des nouilles, vous voyez, enfin c'était bien arrangé. Et le 24 on mangeait des nouilles sûrement. Et puis là, avec l'allocation adulte handicapé, c'est moins que le RSA, on ne l'a pas. C'est encore une injustice, c'est pas normal. Hein? Alors du coup, et après, quand j'aurai 10-15 ans de plus, enfin une dizaine d'années de plus, là j'aurai la retraite vieillesse avec mes points, comme j'ai eu trois filles avec mes points d'enfant, ça mène pas loin, ça mène pas loin, et puis... Oui, en attendant, il faut vous débrouiller, les fins de mois sont difficiles, quoi. Voilà, oui. Alors là, c'est compliqué. Il m'en reste un petit peu quand même sur la vente. Merci beaucoup en tout cas, Catherine, pour ce témoignage. On sent que vous en avez beaucoup à dire et ça se comprend. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et bon courage. On va accueillir maintenant Daniel. Bonsoir Daniel, on va conclure avec vous parce que vous avez des informations à nous donner sur la prestation compensatoire. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir à tous les auditeurs, puis aux 2 auditrices qui étaient en train de parler. Alors la pension compensatoire, on la touche que quand nous avons 10 ans de mariage. Voilà. D'accord. Donc 10 ans de mariage, il n'y a pas de pension compensatoire. D'accord. Donc cette dame est dans le cadre, puisque 44 ans. Et la somme, c'est donc toujours le juge qui décide, et c'est par rapport au train de vie que le couple avait pendant leur mariage. Voilà, pour que la femme ou l'homme, ça dépend, ça peut être aussi bien dans les deux sens, par rapport au train de vie qu'ils avaient pendant le mariage. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Si la femme ne travaillait pas, le juge, il va statuer sur une somme peut-être rondelette ou des choses comme ça, mais bon, c'est le juge qui va décider par rapport s'il y a des enfants, parce qu'après, il faut penser que s'il y a une pension alimentaire, oui, mais ils sont grands maintenant. C'est une autre somme qu'il faut sortir. Voilà. D'accord. Parce que moi, j'ai une amie, c'est ce qui lui est arrivé, c'est pour ça que quand j'ai entendu, j'ai dit, bon, voilà, c'est... Et quand on le touche, mensuellement, une fois que c'est décidé. Après, on revient plus dessus. On ne revient plus sur le montant. La personne le touche tout le temps, même si mettons, le mari... C'est à vie, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Il y a pas, à moins qu'il y ait peut-être une perte d'emploi ou quelque chose, mais c'est décidé. Voilà, c'est comme ça, c'est... Pour l'instant, c'est les informations que j'ai eues. Et la dame qui parlait, ça devait être Catherine, je crois. Oui. Quand elle parlait de la hache, parce que moi je suis aussi handicapé, et quand elle m'a dit la somme où j'ai entendu qu'elle touchait, il va falloir qu'elle se renseigne un petit peu plus si elle veut toucher beaucoup plus. Faut pas rester sur la hache. Il y a d'autres prestations qu'on peut toucher. Voilà. Ah bon? Ah bah oui. Vous voyez, moi, je suis handicapé à 100%, voilà. Elle est considérée aussi comme handicapée, parce que si elle a l'âge, c'est qu'elle est pratiquement en 3e catégorie, normalement, si mes souvenirs sont bons. Auprès de qui pourrait-elle se renseigner, Catherine? Il y a la DAS, et elle pourrait toucher pratiquement le double.
Ah bah dites-moi, c'est important à savoir. Moi, je suis du double de elle, vous voyez. Est-ce qu'on peut vous mettre en relation hors antenne? Ah bah moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, quand on peut... Moi, j'ai donné... c'est des conseils que j'ai donnés à des amis. Voilà. En plus, que je crois qu'elle est divorcée. Ah ben oui, puisqu'elle nous parlait effectivement des conséquences que cela a eu. Toucher, parce que la deuxième partie, elle se touche que si on est divorcé. D'accord. Voilà, moi je l'ai touchée que si... Et si je me remarie, je la perds. Oh, voilà. Bah alors vous n'êtes pas prêt de vous remarier, Daniel? Ah, si je trouvais un joli cœur comme vous, peut-être que je craquerais. Vous seriez prêt à perdre une partie de votre pension pour moi, Daniel? Ça, c'est de l'amour. Je crois que l'amour peut passer largement au-dessus de quelques... Ça, c'est de l'amour, hein, vraiment. Hein. Ça, non, c'est vrai, ça me va droit au cœur. Hein. C'est vrai qu'on dit toujours l'argent fait le bonheur. Ah, je compléterai parce que vraiment, une telle déclaration d'amour, j'en ai pas eu souvent. Caroline, donc, souvent. Hein. Je rajouterai quelques piécettes dans votre tirelire. L'argent, c'est pas une belle déclaration d'amour. Je vous la ferai lundi prochain, alors. Bon, mais elle est faite, parce que franchement, là, vraiment, renoncer à une somme quand même importante. Vous allez faire l'émission lundi soir. Ah, sur la Saint-Valentin? Bah oui, c'est lundi prochain. Oui. Ah, vous voulez me faire une déclaration d'amour en direct? Non, je veux pas la faire. Le mieux, c'est que je vous emmène manger au restaurant. Ah, ben oui, mais alors, ils vont pas être contents. On va pouvoir discuter. Mais oui, mais alors, je vais perdre les autres auditeurs masculins. Ils vont peut-être être jaloux. Eux aussi, peut-être, ont des belles déclarations d'amour à vous faire. Ou alors, non, là, je serais trop mal à l'aise avec un auditoire masculin. Oh là là, et non, je serais trop mal, vraiment. Non, vraiment. Non, On organise un petit dîner. On a un dîner comme ça, européen, et pourquoi pas une rencontre homme-femme. Non, là, ça serait bien de faire un là dîner si ma direction entend, là, ils vont dire qu'est-ce qu'elle craque là. Elle craque en direct, on n'a rien prévu non, et tout. C'est pas craqué. Ça serait bien de faire un dîner en direct à l'antenne. Oui, bien sûr, oui. Le traiteur se prépare là. Bah non, mais pourquoi? Ça serait une petite bien sûr, ça serait bien en plus pour moi de parler là en même temps. Vous voyez que j'anime, ça rendrait bien l'antenne. Voilà, entre deux petits coups de fourchette. Oui, bien sûr, oui. Et puis je boirais en plus, et puis je partirais complètement en vrille pendant l'émission. Ça donnerait n'importe quoi. Non, c'est pas en buvant un petit verre qu'on part en vrille. Oui, non, c'est vrai. Non, surtout quand on a l'habitude et qu'on tient bien. Allez, en tout cas, Daniel, moi, j'ai rien dit, là. Non, c'est moi qui le dis. En tout cas, hors antenne, écoutez, on va vous mettre en contact avec Catherine, oui, et qui sait, peut-être que ça débouchera là, sur une rencontre, la Saint-Valentin approche, et on pourra, on n'a rien prévu de particulier pour la Saint-Valentin, peut-être que c'est vrai... Je peux pas faire une déclaration à Catherine, je l'ai fait à vous. Oui, c'est vrai que ça sera assez goujat. Ça sera un peu goujat, oui. Là, ça fait... Je vais pas briser ce premier pas quand même. Ça fait l'homme qui cherche comme ça, vraiment. Non, vous avez raison. Non, ça n'irait pas du tout. Ça n'irait pas du tout. Alors, en tout cas, je reçois des mails qui disent Sylvia, qui me dit « Je vous ai déjà donné cette info, Caroline. La prestation compensatoire n'est donnée qu'à la fin du divorce. Et attention, contrairement à ce qu'on croit, la pension alimentaire est versée aux enfants et à la femme, surtout si le niveau de vie du conjoint baisse après ce divorce. Il y a Tinou qui dit « Cette dame doit changer d'avocat. Elle a droit à une prestation compensatoire qui correspond au train de vie qu'elle avait quand elle était mariée. Oui. » C'est ce que vous nous dites, Daniel. Oui, cette prestation est versée mensuellement. Malheureusement, c'est du vécu, nous dit Tinou. Bon courage à elle. Mais mensuellement pour jusqu'à la fin de sa vie? Comment Oui, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Oui. Alors, il y a Juliette qui vous rejoint, Daniel, qui dit « Pour la vue, il existe une allocation qui s'ajoute à l'allocation handicapée. Oui. » Et puis quelqu'un dit « Il faut faire confiance à la justice et à l'avocat. J'ai eu la moitié de la maison, une prestation compensatoire et la pension pour les enfants. » Ah. Voilà. Elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ou la communauté, cette personne? Ah, ça, on ne sait pas. C'est un message SMS. Donc, voilà. Domi qui dit « Chaque cas est particulier. Attention, courage à cette dame. » Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. J'espère que vous vouliez des infos. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Pistes.
Voilà des pistes. Je reste à l'écoute, bien sûr, s'il y a d'autres témoignages qui peuvent rassurer un petit peu mon amie en ce sens-là. Et puis dites-lui quand même qu'elle se fasse aider et soigner là, hein, parce que je ferai. vraiment, voilà. Bon, merci à vous. Et puis alors, Daniel, ne raccrochez pas. On va vous mettre en relation avec Catherine, d'accord ? Ok. Bon, et puis alors, au 14 février, lundi prochain. Ah pourquoi pas. Je peux me déplacer, attention. À bientôt. Vous savez, je suis non-voyant, mais ça m'empêche pas de me déplacer. Ah mais je n'ai rien dit, je n'en doute pas. Mais je dis, moi je pensais sur les ondes. Aujourd'hui, j'ai participé à l'enregistrement de l'émission de Laurent Baffy. Ah, vous étiez là ? Gilbert Montagnier, l'invité. Ah, d'accord. Oui, voilà. Mais alors on aurait pu se croiser. Ah non, je suis pas venu dans Europe 1. Non, parce que si j'étais venu, j'aurais attendu de vous voir quand même. Ah bon, oui, parce que souvent je croise les personnes qui viennent à l'émission. Oui, je les croise. Oui, parce que ça a fini vers 21h ce soir. Oui. Ah, ça a terminé plus tôt, c'est pour ça. Donc je les ai pas croisés. Oui, d'accord. Ouais. Bon, on lui a cassé son cou, hein. Après il veut faire croire qu'il est en direct le dimanche, ma fille, mais tout le monde le sait. D'une autre, c'est pareil pour les autres. Alors. Bon, on l'embrasse. Ah non, la majorité des émissions, sur Europe elles sont en direct, hein, mais Laurent Baffy, c'est vrai que ses invités, c'est un peu compliqué de les avoir comme ça un dimanche matin. Donc. Il y en a qui vont à la messe, hein, quand même. Ah ben, exactement. Exactement, Daniel. Allez, je vous embrasse. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. On accueille maintenant, je crois que c'est Kamel. Bonsoir Kamel. Oui, c'est moi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'après ce que j'ai entendu, vous avez déjà beaucoup de succès en vue de la Saint-Valentin de la semaine prochaine, dites-moi. Beaucoup. Attendez, vous avez entendu Daniel, hein, donc. Oui, c'est sûrement le début d'une longue série. Non, mais attendez, la Saint-Valentin, c'est pas moi qui vais être la Valentine, hein, de la soirée. Non, je vais pas me mettre en scène là. C'est pas le but. Mais écoutez, moi, si je vous appelle, ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement pour aborder un sujet qui me tient à cœur, bien évidemment, que je connais bien, qui est celui des suppressions de postes des enseignants donc dans l'éducation nationale, et peut-être aborder le sujet au niveau de la dimension humaine, qu'on a tendance un petit peu à laisser de côté. Et on oublie que bien que nous soyons fonctionnaires, certes nous avons la chance d'avoir la sécurité de l'emploi, et ce n'est pas quelque chose de négligeable en ces périodes de crise. Néanmoins, humainement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas facile à vivre. Par exemple, dans mon établissement, donc moi je suis enseignant dans un lycée. Oui. On nous annonce à la rentrée donc de septembre 2011 à 19 suppressions de postes d'enseignants titulaires. Dans votre établissement ? Oui. En mettant en avant la baisse démographique, ce qui n'est pas du tout justifié, parce que selon les projections donc du ministère de l'Éducation, nous ne perdons que 40 élèves à la rentrée. Donc, si on met en perspective 40 élèves en moins, 19 postes d'enseignants en moins, même si je ne suis pas prof de maths, l'équation me semble difficile à résoudre. Et je suis dans une zone, je suis dans l'académie de Lille, qui est l'une des académies les plus touchées par les suppressions de postes. Quelle zone ? Quelle zone ? Oui, quelle académie ? Dans l'académie de Lille, en fait, je suis dans la zone sud de l'académie, donc à Lille, quoi. Le bassin Sambre-Avesnois, quoi. D'accord. Et dans cette zone qui déjà n'est pas bien riche, où il y a déjà un taux de chômage très élevé, où les gens connaissent des situations précaires terribles, on vient à nouveau charger la mule, si vous me passez l'expression, en faisant des coupes, mais des coupes à la hache
dans le système éducatif. Je sais que les mouvements de profs en général ne sont pas très populaires parce que on est persuadé que nous avons effectivement très peu d'heures à donner face aux élèves et que c'est un métier qui n'est pas si difficile que cela. Néanmoins, j'aimerais vraiment détromper la majorité des gens qui pensent ainsi parce que dans le cas de mon établissement, donc je vous disais, 19 postes de profs titulaires sont supprimés et généralement, ce qui se passe lorsqu'il y a un poste qui est supprimé, on affecte l'enseignant dans l'établissement le plus proche en fait de celui où on est. Seulement, dans tous les établissements dans un rayon de 40 km, tous les établissements sont dans la même situation. Donc dans tous les établissements alentours, il y a également ces mesures, ce qu'on appelle des mesures de carte scolaire, donc qui sont en fait des suppressions de postes d'enseignants titulaires, ce qui fait que les collègues concernés vont devoir faire de la route, au moins 50 km aller, voire peut-être plus, parce que même dans un rayon de 50 km, la situation n'est pas plus réjouissante. Ce qui aura forcément des conséquences sur la vie de famille, sur le rythme de chacun. Et voilà, je voulais aborder ce sujet parce que c'est parfois la dimension humaine qu'on a tendance à plus mettre de côté, alors que finalement, lorsqu'on fait ce métier, on travaille avant tout sur l'humain, bien sûr, dans les métiers de l'éducation, et je crois qu'on a un petit peu tendance, en cette période, à n'aborder que l'aspect économique et purement financier et rentable, malheureusement. C'est avant tout un métier humain, ça. Bien sûr. C'est certain. Mais alors vous dites effectivement les répercussions, ça va être des kilomètres en plus, les répercussions que ça a sur les vies de famille en termes de fatigue et autres. Et par rapport aux élèves, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'effectifs, qu'est-ce qui se passe? Oui, forcément, il y aura, puisqu'il y a des enseignants titulaires dont les postes sont supprimés. Il y aura forcément une augmentation d'effectifs dans les classes et surtout une diminution de l'offre de parcours éducatif, c'est-à-dire qu'un élève qui choisira par exemple la filière scientifique ou la filière littéraire ne pourra accéder à son choix que sous réserve de places disponibles dans ces filières, puisque les suppressions de postes d'enseignants entraînent forcément une diminution des places offertes aux élèves. Mais comment expliquez-vous, par exemple, que cela arrive dès le début de l'année? Moi, j'ai eu le cas là autour de moi. Par exemple, un professeur d'anglais, le mois de septembre, il n'est pas là. On nous dit, il est en arrêt maladie. Et ça dure encore. Il n'est pas remplacé. C'est insupportable. Alors, il y a des jeunes, on dit, qui attendent un poste. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale pour que des élèves restent comme ça plusieurs semaines, voire des mois, sans qu'un prof soit remplacé? Eh bien, en fait, il y a tout simplement une forte diminution des moyens. On réduit considérablement le nombre d'enseignants remplaçants, puisque les remplaçants sont aussi des enseignants titulaires, donc qui ont les concours comme tous les autres enseignants qui, eux, ont un poste fixe à l'année, mais simplement, ils ne sont pas affectés sur un poste fixe. Il y a quelques années, il y avait un vivier, ce qu'on appelle dans le jargon un vivier d'enseignants qui était susceptible de remplacer les enseignants en arrêt maladie, puisque nous sommes, comme tout le monde, sujets aux maladies, aux accidents de la vie, et sont des choses qui arrivent dans tous les métiers. Non, mais ça, c'est évidemment. Et ce nombre d'enseignants remplaçants a diminué. Maintenant, on a affecté énormément d'enseignants remplaçants
sur des postes à l'année, ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'il y a un enseignant malade, moi j'ai moi-même été concerné par la chose l'an dernier puisque j'ai eu un accident qui a entraîné une immobilisation de 5 semaines, et pendant ces 5 semaines, mes élèves n'ont pas eu cours, effectivement, et je sais qu'il y a des périodes. Oui. Oui. Il y a des périodes bien plus importantes. Oui. Je sais cela, effectivement. Oui. Et là, on essaie tous, particulièrement dans l'Académie de Lille, qui est fortement touchée, comme je vous le disais à l'instant, on essaie de se mobiliser, d'alerter l'opinion publique, et de montrer surtout qu'on ne devrait pas brader l'éducation et qu'il faudrait que l'éducation reste essentiel. Une priorité. Il faudrait que ça reste une priorité pour tout gouvernement. Enfin, je veux dire, là, je ne tiens même pas un discours politique, quoi. Quelle que soit la couleur du gouvernement, il faut absolument que l'éducation soit une priorité. C'est à la base de tout, d'éduquer, oui, de former les esprits, bien sûr. Bien sûr, d'autant plus que moi je travaille en lycée, donc nous sommes la passerelle vers l'université, vers le monde adulte, vers cette période où justement l'esprit critique se forge davantage et on débute sa vie d'adulte, et nous sommes vraiment tous très très inquiets face à cette restriction des moyens, et vraiment, les années qui arrivent en termes d'éducation publique, puisque je travaille dans l'enseignement public, ne sont vraiment pas réjouissantes, et malheureusement, ça va inciter les familles qui en ont les moyens financiers à inscrire leurs enfants dans l'enseignement privé. Oui, alors c'est un peu, on peut le regretter finalement, parce que après chacun fait des choix qui lui sont propres. C'est tout à fait respectable. On peut décider de mettre son enfant dans l'enseignement privé, mais enfin, il y a cet enseignement. Parfois, les parents le font parce que justement, ils ne trouvent plus dans l'enseignement public ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient, et ils ne le font pas pour des convictions religieuses, mais parce que l'enseignement public n'offre plus cet enseignement de qualité, l'attention portée aux enfants. Enfin, et donc. Et donc il y a pas ils sont pas animés par des choix religieux derrière, et ça pose question quand même, parce que c'était véritablement, je veux dire, c'est important cette école, et l'école républicaine. Oui, c'est pas, je crois, elle a vraiment bien fonctionné. Alors effectivement, les esprits ronchons, les esprits diront oui, mais ça ne fonctionne plus. Eh bien, ça fonctionne encore pour certains. Donc il faut quand même ça fonctionner. Ça pourrait mieux fonctionner, mais pour peu peut-être qu'on s'en donne les moyens. Alors il ne s'agit pas forcément de s'en donner mieux les moyens, autrement d'y réfléchir. Mais c'est peut-être moins porteur que d'autres sujets. Hélas, il est vrai qu'on accorde beaucoup plus d'attention ces derniers temps au voyage des ministres. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est là, on est en plein dans l'actu dont Jean-Michel Duess va nous parler. On va laisser les spécialistes. Non, mais que d'autres sujets aussi qui font plus peur aussi, finalement, alors qu'il faut travailler beaucoup en amont. Allez, l'actualité, on va laisser ça aux spécialistes. En tout cas, vous avez fait part de vos inquiétudes, Kamel, et c'est important de vous entendre. Merci beaucoup et bon courage à vous. Au revoir.
deuxième heure de votre libre antenne. Nous sommes en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté. Vous pouvez également rebondir à tout moment sur les témoignages en nous appelant à ce numéro 39 21. Vous pouvez nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos textos au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Alors Kamel nous parlait de sa situation, il était enseignant et il parlait des conséquences humaines des suppressions de postes. Il était dans l'académie de Lille. Je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Je suis professeur en lycée professionnel dans cette académie et nous sommes en souffrance et bientôt nous serons en désespérance faute de moyens ». Il y a Fabien qui dit la différence entre l'enseignement privé et le public, le nombre de profs dans le privé, ils sont moins en grève que dans le public et la qualité des cours s'en ressent. Et puis il y a quelqu'un qui me dit ne vous laissez pas abuser, l'éducation nationale est le plus gros employeur du monde, c'est la France qui dépense au monde le plus d'argent en valeur réelle. Alors oui, mais comment elle dépense cet argent, c'est peut-être cela qu'il faudrait voir aussi, hein, c'est ça, les moyens, il y aurait beaucoup de choses à repenser peut-être. C'est vrai que tous les ministres qui se sont attelés à cette tâche ont été dépassés par l'ampleur monumentale de la tâche. D'ailleurs, finalement, ils n'ont pas tous vraiment envie d'y aller. Hein. Non, mais même beaucoup avaient beaucoup de valeurs intrinsèques et puis ont été dépassés vraiment parce que quand on les prend un par un, ils avaient de la valeur. Je pense à quelqu'un même comme Luc Ferry, mais c'est vrai que c'est très dur, c'est très lourd et bon, il y aurait beaucoup à dire et peut-être à réfléchir avec les intéressés. Bon, c'est vrai que je ne dis pas que c'est simple, il y a beaucoup de moyens mis, mais comment c'est mis ? Voilà, comment il y a Laetitia, tiens, qui dit élève de terminale scientifique, il y a 2 ans, dans le 59, c'est le Nord, je n'avais pas eu de sciences et de maths pendant 3 mois. Dieu merci, j'ai eu mon bac. Oui, je connais une jeune fille, c'est pareil, l'année du bac de français, elle n'a pas eu cours de français pendant plusieurs mois. Et puis c'était un prof finalement, alors sa prof était enceinte, elle n'était pas remplacée. Et puis finalement, il y a eu un prof qui était remplacé. Bon, une grossesse, ça se prévoit. Hein, donc il y a quand même des aberrations comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit il se passe exactement la même chose dans les hôpitaux qu'à l'éducation nationale. La qualité des soins se dégrade totalement. Alors des messages également qui arrivent encore à propos d'Annie. Quelqu'un me dit c'est Paul qui avait appelé le 39-21 qui dit si cette dame dont parlait Annie a une petite retraite du régime général, elle peut demander une allocation du Fonds national. Elle doit voir avec l'assistante sociale spécialisée dans la retraite. Et puis c'est dommage, nous n'arrivons pas à joindre Colombe qui est avocate et elle voulait rectifier certaines choses, Colombe, qu'elle a entendues à l'antenne, parce qu'elle dit bien concernant la prestation compensatoire, Colombe voulait nous dire que chaque cas est particulier. Ce n'est pas simplement sur 10 ans du mariage. On prend en compte un certain nombre de critères comme l'âge des époux ou encore leur profession. C'est versé sous forme de capital ou sous forme de rente, mais pas à vie. Il s'agit de points de droit assez précis. Alors on aurait bien aimé l'avoir avec nous à l'antenne, mais on tombe toujours sur son répondeur. Voilà, elle a peut-être un client à cette heure-ci qui a une urgence, Colombe, où elle s'est envolée, comme le disait très, très joliment Vivian.
Bon, donc voilà, pour ces points pour rectifier. Et puis, il y a également d'autres messages qui arrivaient, que je vais vous lire à ce sujet. Très vite, il y avait Gaëlle, puisque à un moment, Annie disait est-ce qu'il ne faudrait pas faire une expertise psychiatrique ou médicale. Alors, Gaëlle dit... Mon mari avait fait une procédure de divorce il y a 5 ans. L'an dernier, on lui a trouvé une maladie dégénérative. Heureusement que j'ai réagi parce que finalement, vu sa maladie, il ne se souvient plus aujourd'hui qu'il avait demandé le divorce. Voilà, on va passer un petit peu de musique et puis juste après, nous accueillerons une jeune femme. Il s'agira de Céline. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. D'abord, merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, moi, ça fait déjà quelques mois aussi que je vous avais appelé. Enfin, quelques mois, ça fait déjà 3 mois. Enfin, je sais plus si vous en rappelez. Je vous avais appelé par rapport à un ami que je considérais juste comme mon frère, que j'avais rencontré en vacances, en fait. Oui. Et donc, en fait, cet ami, en fait, ça s'est transformé, on va dire, j'ai des sentiments amoureux par rapport à lui, maintenant. Et en fait, aussi, j'ai 2 enfants, et puis, depuis depuis mon dernier enfant, ça va faire à peu près 2 ans qu'avec mon mari, ça va plus trop bien, en fait. Et en fait, on a décidé de se séparer. Et voilà. Et là, récemment, parce que le petit a 2 ans, là, c'est ça ? Oui, mon petit a 2 ans et en fait, ça fait après sa naissance qu'en fait, qu'avec mon couple, ça abattait de l'aile et puis en fait, en plus avec cet ami qui s'est mis au milieu, on va dire et en fait, là on a décidé de se séparer. Donc là en fait, si vous voulez, on reste ensemble parce que j'ai ma fille de 6 ans, donc on reste ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à l'année scolaire, donc jusqu'au mois de juillet, parce qu'on s'entend très bien, on a une très bonne communication depuis 1 mois que je lui ai annoncé en fait que j'aimais cet homme, mais qu'il s'était jamais rien passé et qu'en fait je n'aime plus mon mari en fait. Oui, mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Je pense déjà prendre un appartement en premier lieu avec mes enfants et voir. J'ai besoin aussi d'une nouvelle vie parce que si je vous avais raconté que j'avais perdu aussi ma maman, tout ça. Donc je pense qu'aussi j'ai besoin de prendre du recul et de me retrouver enfin seule, quoi. Oui, vous ne voulez pas vous mettre en couple avec cet homme-là dont vous me parlez ? Non, parce que, je sais pas trop en fait, parce qu'il est très déstabilisant et en fait, il me dit un coup qu'il m'aime, après le lendemain en fait c'est plus pareil. Enfin, je sais pas trop en fait ce qu'il veut vraiment et après il me dit qu'il se sent pas bien par rapport à mon mari parce que aussi c'est un ami à mon mari et donc en fait, je suis complètement perdue, quoi. Et vous êtes certaine de ne plus avoir de sentiments pour votre mari ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une crise que vous traversez ? En fait, si vous voulez, je le considère comme mon ami, quoi. Votre mari ? Ouais. Oui, mais ça peut arriver après. Vous avez eu 2 enfants presque coup sur coup, là ? Oui, j'ai eu ma fille, elle a 6 ans, et puis mon fils qui a eu 2 ans, oui. Et puis entre-temps, vous avez perdu votre mère ? Oui, tout à fait. Et je pense que ça vient tout de là, en fait. Il y a combien de temps que vous l'avez perdu ? 3 ans. Oui, ça fait beaucoup, hein. Donc, voilà, et... C'est déjà pas mal que votre mari soit votre ami. Oui. Enfin, je veux dire, ça veut dire que vous avez un lien tendre, affectueux avec lui. Tout à fait. Et alors que maintenant, en fait, c'est ce que j'aurais voulu qu'il fasse avant que mon ami a fait à sa place, quoi. Et c'est pour ça que je pense que je me suis vraiment rapprochée de cet ami. Et en fait, avec mon mari, j'ai plus la même sécurité.
je me sens plus en sécurité par rapport, et avec mon ami, j'y suis, quoi, en fait, si vous voulez. C'est curieux parce qu'en même temps, vous me dites qu'il est déstabilisant, votre ami. Voilà, tout à fait, oui. Alors, c'est un peu paradoxal. Vous me dites que vous vous sentez en sécurité avec votre ami et pourtant il vous déstabilise. Voilà, tout à fait. En fait, si vous voulez, il me dit des choses que le lendemain, en fait, c'est pas qu'il regrette de pas me les avoir dit, mais je sais plus trop en fait sur quel pied danser, quoi. Un coup il me dit qu'il m'aime, après qu'il veut pas me faire de peine à mon mari parce que ça le fait chier, mais enfin il me dit qu'on serait rencontrés dans d'autres circonstances. Après Oui, mais je crois que votre ami n'assume pas du tout de voler entre guillemets la femme de son ami, hein. Oui, tout à fait. Je crois que ça va entraver votre relation. Il a véritablement un conflit intérieur. Je pense, oui. Vous n'êtes pas n'importe quelle femme. Alors, vous en étiez d'autant plus certainement séduisante à ses yeux parce qu'au départ, d'une certaine façon inaccessible, la femme de son ami. Et puis, d'inaccessible, vous avez eu une relation avec lui. Mais à partir de là, la culpabilité a pris le dessus chez lui. C'est-à-dire qu'au fond, il n'assume pas. Avec cet ami, c'est jamais rien passé. Je veux dire, on n'a pas eu de relation sexuelle, rien. Votre relation est platonique ? Oui, tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui ? Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, pour être honnête, on s'est pris dans les bras, tout ça. Je suis bien dans ses bras, on s'est embrassés, mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Mais vous pensez pas que vous avez été un peu vite en besogne, là, à tout planter comme ça ? Je sais pas, en fait. Peut-être, mais peut-être que j'ai besoin de changement. Oui, mais vous savez, Céline, et je me souviens bien vous avoir dit, dans des périodes comme ça de crise, c'est pas là où on prend des décisions aussi importantes qui mettent en jeu non seulement sa vie personnelle, mais aussi en l'occurrence celle de vos enfants. Parce que ça ne met pas seulement en question votre vie, vous êtes aussi responsable de vos enfants. Tout à fait. Donc peut-être, vous avoir besoin d'un moment un peu de calme pour réfléchir. Mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment, de vous retrouver un peu. Parce que là, vous êtes perdu entre ces deux hommes. Oui, tout à fait, oui. Puis c'est vrai que mon mari, il veut lui aussi, il est d'accord pour qu'on se sépare. Enfin bon, on a dit à toute la famille ce week-end. Donc moi, en fait, je me sens mieux soulagée, malgré qu'il y en a, qui n'ont pas compris ma décision, on va dire. Et que voilà, moi en fait, pour l'heure d'aujourd'hui, je veux ça, je sais que je l'aime plus. Enfin, j'ai même été voir le médecin, tout ça, parce que j'avais arrêté comme ça mes antidépresseurs depuis 6 mois. Je pensais que ça allait mieux aller, puis pas du tout. Donc j'y suis retournée, il m'a redonné des antidépresseurs et tout. Attendez, vous n'éprouvez plus de désir pour votre mari. Ça ne veut pas dire forcément que vous ne l'aimez plus au sens amoureux, élan. Vous êtes actuellement dans une situation de panne de désir, c'est-à-dire votre mari est devenu un ami. Vous êtes dans une relation un peu fraternelle avec lui. Parce que il y a eu cet homme, ce tiers qui est venu dans votre relation. Peut-être aussi, oui. Mais peut-être, je me dis, est-ce que j'avais besoin de ça parce que c'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit que j'avais pas assez profité, je pense, de ma jeunesse et moi j'ai l'impression en fait de ma jeunesse, je me comprends, quand j'avais 18-19 ans, c'est vrai que je me suis vite mis avec mon mari, on a eu nos enfants, tout ça, et je pense que j'ai pas assez vécu en fait. Et que maintenant, je me rends compte que il faut que. Mais qu'est-ce que vous voudriez vivre ? Je sais pas. Vivre, je sais pas quoi vivre. Peut-être vivre d'autres expériences. Oui, mais regardez, au fond, avec cet homme, là, il y a quelque chose qui vous interdit de vivre. Parce que vous restez dans une relation platonique. Vous vous faites des bisous comme des bisounours, là.
En fait, je voulais pas. Enfin, lui, il aurait voulu, mais moi, je voulais pas. Déjà par rapport à mon mari, parce que pour moi, quand je me suis mariée, pour moi, d'aller à l'église et tout, c'est très important. Donc, je pouvais pas. Quel rapport? Comment? Quel rapport? Parce fait, qu'une aventure extra-conjugale, je vois pas le rapport avec l'église, là. On va rarement à l'église pour une relation extra-conjugale, hein. Mais bon, en plus, vous savez, j'ai vu mon papa, mes parents, ils ont été comme ça, et moi, je voulais pas que ça m'arrive à moi, vous voyez. De quoi? En fait, si vous voulez, mes parents, mon père a eu pendant 15 ans une relation extra-conjugale. Ouais. Ma mère a toujours accepté, mais moi, c'est parce que, moi, je veux pas du tout ça, quoi. C'est là où vous êtes très perdu. Parce que au fond, vous avez cet idéal de couple et vous vous êtes mariés peut-être comme vos parents assez jeunes. Vous avez construit une famille assez jeune puisque vous avez 28 ans aujourd'hui. Et donc, vous vous dites aujourd'hui, bon, j'ai pas assez profité de ma jeunesse, il faut que je profite, il faut que je vive. Mais ça vous renvoie à l'image de votre père qui, lui, même si vos parents restaient ensemble, il avait des liaisons extra-conjugales et votre mère fermait les yeux. Oui, puis bon, elle en est tombée malade, voilà, tout ça. Donc moi, je voudrais pas que ça m'arrive à moi. Et puis je vous dis. Oui, mais votre mari n'est pas comme ça. Il n'est pas comme votre père, lui. Non, justement, non, pas du tout. Mais bon, je pense que quand on peut pas, moi, je peux pas aimer deux personnes en même temps, quoi. Parce que bon, si vous voulez, j'ai mon mari. Et j'ai cet homme aussi dans ma tête que j'aime, oui, j'éprouve des sentiments pour lui, oui, c'est vrai que c'est des sentiments assez forts que j'éprouve pour lui, oui. Oui, mais d'autant plus fort que cet homme vous est barré, vous est interdit. Vous aviez beaucoup de désir pour lui, et lui, d'une certaine façon, se refuse à vous parce qu'il est dans sa culpabilité, il ne peut pas avoir... En fait, un coup, il me dit, on pourrait construire quelque chose, est-ce que tu voudrais qu'on construise quelque chose ensemble? Et le lendemain, il me dit, écoute, ah bon, je t'ai dit ça, Céline, écoutez, on peut pas parler de construction. Vous êtes à un stade de relation platonique. Il faut quand même être un peu, pas aller trop vite quand même là. Hein? Avant de parler de construire, il faut. Oui, vous n'en êtes qu'au stade, même pas vous en êtes au stade du flirt là, et encore un flirt d'adolescent. Voilà, tout à fait. Bon, donc non, cet homme, il n'assume pas son désir pour vous. Bon, vous, c'est finalement, je crois que il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans votre vie, qui notamment, il y a eu ce premier enfant qui, dans un premier temps, c'était dans cet élan encore, vous veniez là de vous marier. Il y a ce deuxième enfant où là, certainement, a un peu. En fait, il a un peu remplacé, le manque de ma maman, quoi, en fait. Et oui, puisque c'était, vous l'avez perdu il y a 3 ans et votre deuxième enfant a 2 ans. Tout à fait. Donc, au fond, tout votre désir, tout ce besoin, ce vide, vous l'avez reporté sur cet enfant. Et à ce moment-là, certainement que vous vous êtes un peu éloigné de votre mari. Mais même lui, même mon mari s'est beaucoup éloigné de moi. Je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose de cassé entre nous et on ne pourra pas... Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça soit cassé. Cela arrive, Céline, qu'il y ait des moments dans un couple où on peut un petit peu s'éloigner, prendre de la distance, où le désir soit un petit peu en panne. Vous savez, ce qui se joue aussi, vous avez
la perte de votre maman, comme vous dites, vous a fragilisé. Et peut-être qu'effectivement, votre mari, à ce moment-là, n'a pas pu vous consoler comme vous auriez aimé, mais aussi parce que votre enfant, à ce moment-là, a pris toute la place pour vous et que votre mari, du coup, n'a pas pu trouver sa place dans ce couple que vous avez reformé avec votre bébé. Vous étiez dans une fusion avec ce bébé. Et peut-être que votre mari, lui, de son côté, en a souffert. S'est senti un peu exclu. Donc lui aussi a pu souffrir de son côté. Donc ça vaudrait peut-être la peine d'aller en parler avec lui. En fait, on fait que ça. Attendez, vous en parlez comment ? Je vous dis, ça fait un mois que avant on n'avait pas de communication dans notre couple. Maintenant, on parle de tout ce qui s'est passé avant, de maintenant. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Lui, ce qu'il veut faire, lui, c'est qu'on se sépare pour le moment parce que il a besoin lui aussi, moi aussi. Oui, mais je pense, pour le moment, vous parlez à deux, c'est déjà important, parce que ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'arriviez plus à en parler. Mais je pense que ça serait important que vous alliez voir un tiers, c'est-à-dire un thérapeute de couple, qui va vous aider vraiment à parler et à faire en sorte à parler encore autrement. C'est-à-dire que à deux, parfois, on peut un peu tourner en rond. C'est-à-dire que chacun exprime ce qu'il a à dire, mais reste un peu sur ses positions et a du mal vraiment à entendre l'autre. C'est-à-dire chacun parle un peu de son vécu, de ce qu'il a vécu comme quelque chose qui l'a fait souffrir, mais du coup a du mal à entendre véritablement le point de vue de l'autre. Et donc finalement à faire évoluer cette relation de couple. Alors qu'un thérapeute va vous permettre de vous exprimer, évidemment l'un et l'autre, et va vous permettre éventuellement, il faut que l'un et l'autre le désirent, parce que s'il n'y a pas de désir, le thérapeute ne peut pas faire évoluer une relation qui n'est plus vivante. Mais il ne fait pas des miracles. Mais peut permettre de renouer un dialogue et peut permettre à un couple de se restaurer s'il y a un désir. Parce que, si vous voulez, là, je pense que ça vaut la peine d'essayer, en tout cas. Parce que je pense que cet ami, c'est un peu un leurre. Parce que lui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des sentiments pour vous, mais son incapacité à vivre quelque chose réellement avec vous montre qu'il est vraiment dans un tel conflit que, au fond, il le sent que s'il passait à l'acte avec vous, ça serait insupportable. Peut-être le pense-t-il, peut-être pas, mais en tout cas, sa culpabilité serait trop forte. Vous n'êtes pas n'importe quelle femme pour lui. Voilà, il me dit oui, on serait rencontrés dans d'autres circonstances. Mon mari, ça sera quelqu'un de pas bien, voilà. En fait, et vous n'y pouvez rien. Et je pense que ça serait préjudiciable pour votre relation. Parce qu'effectivement, il aura en tête. Mais bon, moi je me dis aussi que c'est pas pour ça non plus que que je veux me séparer de mon mari, voilà, parce que si j'en ai J'ai bien compris. J'en ai besoin vraiment de me retrouver, on va dire moi-même, parce qu'en fait, je vis plus depuis 3 ans, je survis, on va dire, et j'ai envie de repartir à zéro, en fait. Oui, alors. À zéro, pas vraiment à zéro, mais parce que bon, lui, en fait, il me dit que, en fait, c'est que je vis que pour ma maman. Pour lui, c'est qu'un fantôme. Vous voyez, je me lève le matin, je regarde sa photo. C'est que, voilà, je pleure toute la journée. Puis surtout en ce moment, elle me manque parce que, elle est plus là et tout ça, et que j'aurais besoin de ses conseils. Qui vous dit ça ? Voilà, et qui vous dit ça ? Comment ? Qui vous dit ça ? Mon mari.
Mais moi, je crois que la perte de votre mère est à l'origine de beaucoup de choses. Oui, voilà, tout à fait. Et vous vous êtes senti complètement perdu à ce moment-là. Et vous avez trouvé auprès de cet homme finalement un soutien aussi. Enfin, et il a d'une certaine façon, votre mari a raison, c'est-à-dire qu'il ne peut et il ne peut pas jouer ce rôle. Alors même si par moment on peut tenir un rôle un peu maternant auprès de son conjoint, quand il traverse une période aussi compliquée que celle d'un deuil comme ça d'un parent. Vous êtes une toute jeune femme et en plus donc vous étiez enceinte au moment puisque vous avez perdu votre maman. En fait, je l'ai perdue en septembre 2007 et j'ai eu mon fils. Je suis tombée enceinte en mars 2008 et ça me parle en décembre 2008, quoi. Oui, mais alors moi les dates. Attendez. Donc ça veut dire que dans la foulée vous l'avez eu. Oui, voilà, tout à fait. Oui, ce qui est pas neutre non plus, de remplir, combler un vide. Ça laissait pas beaucoup de place pour votre mari. Mais voilà. Je crois que il y aurait des choses évidemment en thérapie de couple, mais sur un plan individuel, vous auriez besoin parce que voyez d'être. Vous dites elle vous manque là très cruellement parce que vous auriez besoin de ses conseils, vous auriez besoin d'en parler avec elle, mais c'est à vous aussi d'être un peu une bonne mère pour vous maintenant. Et de veiller un peu sur vous et de prendre soin de vous, comme elle l'aurait fait si elle était encore présente. Mais vous voyez, avec mon père, c'était très... on était très distants. Et maintenant que samedi, je lui ai expliqué que j'allais me séparer avec mon mari, pourquoi ci, pourquoi là. Et en fait, il m'a même pas donné de jugement. Il m'a dit, je suis mal placée pour te dire. C'est vrai que si tu l'aimes plus, tu vas pas rester avec une personne. Tout le monde, sa famille à mon père, me comprend. Et la famille à ma maman, en fait, c'était du style, si tu le quittes, on te tourne le dos, quoi. Non, mais c'est pas aussi tranché que ça. Ça serait important que vous en parliez. Que vous trouviez quelqu'un pour parler et pour parler aussi de la relation. Céline, ça serait important aussi que vous parliez de la relation avec votre mère, de ce vide que cela a laissé. Là, déjà. Ah oui, mais vous me dites ça maintenant, dites-moi. En fait, j'avais arrêté aussi au mois de juillet. Ça fait 6 mois que j'avais tout arrêté. Oui, parce que vous me parliez de vos antidépresseurs, d'accord, mais est-ce que, donc, il vous prescrit des antidépresseurs, mais vous parlez, vous êtes en psychothérapie ? Oui. En fait, si vous voulez, un coup j'arrête, un coup je reprends. Oui, mais il ne faut pas ça. En fait, parce que ça vous fait replonger, Céline. Les antidépresseurs, ce ne sont pas des médicaments qu'on prend, qu'on arrête, qu'on reprend, qu'on arrête. Ce n'est pas des bonbons, Donc, les antidépresseurs, on n'est pas dans l'automédication. C'est d'abord ça. Quand on arrête, on peut arrêter évidemment, heureusement, mais on les diminue progressivement. Et moi, j'ai tout arrêté. Mais est-ce que vous parlez ? Oui, mais ça vous fait aussi des brusques comme ça, changements d'humeur qui sont pas bons. Céline, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Est-ce que vous avez, est-ce que avec ce psychiatre, vous parlez avec lui ? Parce que vous parlez, j'imagine, le temps de la prescription, ça, j'imagine. Mais est-ce que vous êtes en psychothérapie ? Oui, je reste 1 heure avec elle. D'accord, donc vous êtes en psychothérapie avec elle. Tout à fait. Il faut travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un coup, je vais plus y aller. Là, ça fait 6 mois que je l'ai pas revu. Et là, j'y retourne au mois de mars parce que j'en ai besoin. Mais au bout il y a 6 mois, je me disais allez, hop, c'est bon, j'en ai plus besoin. En fait, je pensais... Non, mais Céline, là, écoutez, là, il faut vraiment que vous alliez parler parce que votre mari vous le dit, vous êtes dans une souffrance depuis le décès de votre mère, avec beaucoup encore de crises de larmes fréquentes. Ce travail peut vous aider, donc attelez-y vous vraiment. C'est important. Donc, comme le dit First Lisa, c'est important de vous accrocher à ce travail
avant de faire vraiment des choix importants par rapport à votre vie. Et puis Patricia qui dit réfléchissez parce que c'est pas facile d'élever des enfants toute seule. Cette amie ne fera jamais rien avec vous. Brigitte qui dit pourquoi avoir brusqué les choses, quitter votre mari sans avoir engagé une véritable relation avec l'autre homme. Et puis Lali qui dit réfléchissez bien avant de prendre une décision. Il est encore temps de sauver votre couple et penser à vos enfants. Continuez en tout cas de parler avec votre thérapeute là, et puis peut-être songez à voir vous aussi parallèlement une thérapeute de couple, même si bon, les deux thérapies c'est pas forcément une bonne chose. Poursuivez déjà votre thérapie de couple puisque vous avez du mal à vous y atteler. Bon courage Céline. Au revoir. D'accord, mais par contre, s'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça, j'ai laissé à l'antenne mon numéro de téléphone. Non, pas à l'antenne, surtout pas à l'antenne. Non, mais pas à l'antenne, mais à la Ne vous dispersez pas, Céline, ne vous dispersez pas. C'est plus important que vous parliez auprès de votre thérapeute. Franchement, on transmettra, bien sûr. Quentin, effectivement, m'en a fait part à l'instant. Mais c'est beaucoup plus important que vous parliez à votre thérapeute, quand même. D'accord ? D'accord. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des messages, un message de Cathy pour Céline qui dit, vous savez Céline, c'est un atout d'avoir un mari qui ne nie pas votre souffrance. Et puis alors, Quentin m'a amené beaucoup de courriels en réaction au témoignage de Kamel qui parlait des suppressions de postes dans l'éducation nationale. Françoise me dit, je soutiens les enseignants qui n'ont certes pas le beau rôle. L'instruction est garante de l'avenir d'une nation et force est de constater que l'éducation, entre guillemets, est un échec. Chapeau bas aux professeurs qui font preuve de courage, d'abnégation et de persévérance malgré les difficultés grandissantes. Lila Bleu dit, mais que se passe-t-il dans l'éducation nationale ? Dites-vous, ils n'ont plus de fric, donc plus d'argent, pas de remplacement. Pareil chez moi, aux USA, plus de fric, plus de profs, vive le progrès. Il y a également Jérôme qui dit, je reviens d'Angleterre où j'ai eu l'occasion de visiter 2 écoles primaires. Elles sont nettement mieux équipées en matériel que les nôtres. De plus, les adultes sont plus nombreux qu'en France et mieux rémunérés. Alors il faut en finir avec les idées reçues sur notre système éducatif. Isabelle nous dit, il ne faut pas idéaliser l'enseignement privé, les classes sont très chargées, parfois jusqu'à 37 élèves, car l'établissement touche une prime par élève, donc il y a une logique de remplissage des classes, et on en demande toujours plus aux enseignants qui sont corvéables à merci. Johan dit, enseignant moi-même, j'ai beaucoup d'inquiétudes quant à l'avenir des élèves. Plus que jamais, les enseignants d'aujourd'hui ont besoin de repères dans leur vie, des adultes pouvant être à leur écoute. Je pense également qu'il faudrait faire avancer les mentalités à propos du métier de parent, car oui, parent est un métier qui s'apprend. Enseignants et parents, avouons nos difficultés, échangeons, dit Johan, 26 ans. Et puis Mirabel dit, je vous entends parler de l'éducation nationale, j'enseigne auprès des grands illettrés, c'est-à-dire des élèves entre 13 et 17 ans qui parfois ne connaissent pas l'alphabet et je précise, ils sont presque toujours d'origine française. Eh bien, je dispose de 30 € par élève et par an pour acheter du matériel. Je me déplace d'école en école. Par contre, ces élèves étant considérés handicapés, ils viennent et repartent en taxi aux frais de l'État alors qu'ils marchent et que leurs troubles se situent ailleurs. Une amie énarque et au gouvernement m'a expliqué que c'était normal, le poste transport pouvant être cerné et évalué, alors qu'on ne cherche pas à évaluer le poste service rendu à ces élèves en grande souffrance. La notion de résultat n'existant pas, peu importe qu'ils apprennent ou pas. Par contre, on peut pointer au budget transport comme ils sont bien encadrés. Je n'ai pas de classe, ma voiture me sert d'entrepôt de matériel pédagogique acheté sur mes deniers et je rencontre ces jeunes dans les mairies, centres relais, centres sociaux, etc. à titre ou en établissement spécialisé. Nombreux sont dyslexiques, ce qui est un trouble instrumental. Ils ne sont pas suivis par des orthophonistes et récupèrent le label déficient intellectuel. Enfin, ayant enseigné dans toutes les structures spécialisées de l'âge de 6 à 18 ans,
Une autre aberration de l'éducation nationale est le type de groupage des élèves. On garde les notions du 19e siècle et ces classes sont composées de 60% de prétendus déficients intellectuels et de 40% d'élèves souffrant de graves troubles comportementaux, ce qui fait de ces classes des terrains minés, les plus violents agressant les plus faibles, souvent victimes de pauvreté, d'abus divers et d'exploitation par le travail, nous dit Mirabelle. Bonsoir Denise. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, c'est peut-être banal, mais moi je vous dis qu'on est ému quand on vous a. Hein. Ah là 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 là. Oui, c'était vendredi, c'était sur le cancer, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était la journée mondiale contre le cancer. Voilà. Oui. Alors c'est pour vous dire que moi j'ai été opérée du cancer du sein. Oui. J'avais 73 ans. Et ça fait un coup quand même quand on nous dit ça. Et puis, vous voyez, le temps passant, pour fin mai, ça va faire 10 ans que je suis en rémission. Oui. Et le 20 février de ce mois, j'ai 83 ans. C'est formidable. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, c'est très encourageant, tout ça. Oui, et je dis que, pour moi, personnellement, je trouve qu'il faut avoir un bon mental, que je dissocie du moral. Oui, c'est-à-dire, que voulez-vous dire? C'est-à-dire qu'enfin, je trouve qu'on peut très bien ne pas avoir le moral, d'être un peu déprimé. Et il y a quelque chose qui fait que non, tu ne peux pas tomber comme ça. On peut pas partir en déprime. Et moi, j'appelle ça avoir un mental, parce que on conseille de voir une psychologue quand on fait la chimiothérapie. Je n'en ai pas vu. Oui. Il faut être très entouré. Ce n'est pas tellement mon cas. Et en plus, on n'est pas à l'abri de problèmes ou de chagrins. Et il faut assumer, parce que je vois qu'il y a 2 ans et demi, j'ai perdu un fils qui s'est suicidé par pendaison. Il y a 11 mois, j'ai perdu une fille qui est décédée des suites d'un cancer après 5 ans de souffrance. Et je ne sais pas si c'est à l'annonce du cancer, mais moi, je ne peux plus pleurer. Et ça me... Vous ne pouvez... J'étais devant, dans ces 2 cas, j'étais devant le cercueil de mon fils puis de ma fille, mais impassible. Le mal j'avais mal à l'intérieur, mais pas une larme. Et quand j'en parle, les yeux sont secs. Mais j'ai autant on pourrait dire, mais elle n'a pas de chagrin ou quoi? Non, non, ça ne s'exprime pas toujours par des larmes. Non. Et comme je me dis, parce que j'ai l'habitude de plaisanter un peu, je dis, puis en plus, comme j'ai beaucoup de printemps derrière moi, et que ceux à venir, même s'ils vont être beaux, ils vont être rares. Alors je me dis qu'il faut chercher toujours du positif dans le négatif et on s'en sort. Enfin, autant que faire se peut. Parce que il y a vous avez une belle nature quand même, hein, parce que c'est vrai que vous avez été je suis très toujours marquée. très dynamique. Pourtant, Dieu sait que, comme beaucoup, j'en ai vu. Les épreuves là, dont vous nous parlez. Hein. Je ne le fais jamais voir. Je me suis vue parler du cancer que j'avais eu, j'étais opérée, mais jamais pour me plaindre. Et qu'est-ce qui vous a permis alors d'avoir un bon mental? Est-ce que écoutez, Caroline, je ne sais pas si c'est parce que je fais partie d'une génération qui a été élevée par des parents qui ont connu 2 guerres, et à notre époque, il fallait pas poser de questions. Et on nous expliquait rien. Et puis, on a connu non seulement la guerre, nous, on a connu l'occupation. Et croyez-moi que ça a été une drôle d'école. Toujours se la fermer, toujours obéir. C'est pour ça que des fois, je quitte un peu le truc du cancer, là. C'est pour ça que je trouve que maintenant, on vit dans un monde de fous. À quel niveau, vous voulez dire? Écoutez, les gens se plaignent. Certainement, des personnes sont en droit et sont peut-être dans le besoin de se plaindre. Mais quelque part, ils se privent de rien.
Oui. Enfin, je trouve. Vous voulez dire se prive de rien alors c'est-à-dire que je sais pas, je reviens encore une fois, Caroline, je ne sais pas si c'est parce que à notre époque, on travaillait tellement dur avec nos mains. On n'avait pas toutes les machines, il n'y avait pas tous le progrès que l'on peut avoir dans les ménages. Alors on n'était pas envieux puisqu'il n'y avait pas, on ne connaissait pas. Et dans certains cas, il était heureux qu'il y ait des progrès en tout et pour tout. Mais voilà, avec le progrès, il n'y a plus de travail. Alors comment on fait ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, à votre époque, comme vous dites, il y a eu du progrès qui a été formidable parce que ça... on en avait besoin. Moi, j'ai travaillé en usine, vous savez. Voilà. C'était pas tous les jours, mais quand c'était la saison des pois, eh ben je pointais ma carte, et je peux vous assurer que c'est vrai, je pointais ma carte à 6h moins le quart le matin, un petit arrêt à 9h pour un casse-croûte, à midi on pointait notre carte, on la repointait à 13h30 pour le travail, un petit arrêt pour le casse-croûte de 16h, et après, eh bien une fois nettoyé la machine, je partais de l'usine. Je pointais ma carte à 3h du matin et j'avais 3/4 d'heure de route à pied à faire. C'était comme ça, point barre. Alors je dis maintenant, peut-être qu'on se perd avec... Mais parce que maintenant, on a des tas de progrès, on est encombré de tas de choses, mais qui finalement ne nous facilitent pas forcément la vie. Exactement. Vous avez connu dans le progrès des choses qui ont considérablement amélioré la vie. Voilà. Qui ont vraiment, quand vous dites dans le travail en usine, dans le travail des femmes, que les femmes qui étaient obligées de laver les couches à la main, les choses comme ça, l'arrivée. Oui, quand on demeurait, par exemple en campagne, on allait laver le linge au lavoir. Alors en même temps, au lavoir, cela dit, c'était c'est vrai, laver les draps au lavoir, ça devait être bonjour l'état des mains, mais en même temps, c'était un lieu aussi où les femmes se retrouvaient pour parler, paraît-il. Voilà. Mais enfin, l'arrivée de la machine à laver, ça a été formidable aussi. Moi, je sais que j'avais 5 enfants, j'avais pas de machine à laver. Ouais, c'est fou. Quel travail ça devait vous demander. Je vais peut-être vous faire sourire. Mon mari était affecté dans le Midi, donc je l'ai toujours suivi. Eh bien, il y a 2 voisines qui me demandaient si je n'avais personne. Je dis comment personne ? Si j'avais pas d'amant. Eh ben, je dis avec le boulot que j'ai pas de machine à laver, j'ai 5 gosses, vous croyez que je vais m'encombrer Vous n'aviez pas le temps. J'avais pas le temps. Oui. Et puis, je sais pas, pour vous dire, quand mon mari a été affecté en Algérie, on avait 3 semaines de mariage. Eh bien, je me suis trouvée enceinte. Et au moment d'accoucher, le docteur, parce qu'on conseillait d'accoucher à domicile parce que on était à plusieurs kilomètres d'Oran et en juillet, août, les routes étant encombrées, les personnes accouchaient dans les voitures. Donc, on préparait tout pour accoucher à domicile. Oui. Et ça se passait pas très bien. Et tout à coup, le docteur accoucheur qui dit j'ai emmené de la famille à la plage, il faut qu'à midi, je sois à Oran. Et tout à coup, il dit à mon mari, est-ce qu'il y a des rallonges sur votre table dans la cuisine ? Je me dis, mais il va pas venir avec sa famille manger quand même, non ? Dans l'état que je suis, eh ben non, on m'a allongé sur la table. Oh là là. Ah mais je vous assure. Et c'était un beau bébé parce qu'il faut que ça soit un accouchement très rapide. On doit rendre l'antenne. C'était un beau bébé. Écoutez, comment dirais-je, Denise, il faut j'ai accouché, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne savait pas. J'avais 2. Ouais. Oh là 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 là. J'avais 2, une qui faisait 2 kilos, une 1 kilo et pas mis en couveuse. Bon, oui, écoutez... on aurait aimé vous écouter encore longtemps parce que vraiment c'était agréable de vous entendre et garder ce bel optimisme, ma chère Denise. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.